Merci beaucoup, merci Fadela. Du coup, je vais déménager. J'ai choisi de me mettre ici. Je prends mes livres et je vais bien sûr appeler nos autrices invitées. Hop, je prends mes petites affaires, la boîte de mouchoirs qui ne me quitte plus depuis quelques jours et on va pouvoir commencer. Et je vois que la salle se remplit. Formidable. Prenez place, messieurs et mesdames. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour le lancement de ce premier café littéraire du Vox Déméter. Je suis Marie-Laure Eustache, en effet engagée aussi depuis le début dans la belle aventure de Vox Déméter. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui ce midi 3 autrices qui explorent toutes les trois avec sensibilité et précision des trajectoires de femmes qui évoluent dans des secteurs encore largement perçus, je dis bien perçus, comme masculins. Eh bien, je les appelle. Ça y est, prenez place, rejoignez-moi. Josiane Assmann, pour votre livre Entrepreneuse d'exception, conseils de femmes inspirantes, figures emblématiques et créatrices d'aujourd'hui, aux éditions Erol. Ce livre est paru. Venez, Josiane, prenez place sur le fauteuil de votre choix. Paru en 2025, je crois que c'est le plus récent des trois. Parfait, asseyez-vous, rejoignez-nous. Bienvenue, j'appelle Anne Lecourt pour son livre Paysanne, paru aux éditions Ouest France. Rejoignez-nous, Anne, en 2023. Vous allez nous raconter l'histoire de ce livre. Et puis, il y a des très beaux portraits de femmes dedans, très émouvants, 12 portraits. Prenez place, Anne, parfait, ici. Et enfin, Anne-Cécile Suzanne, pour Les sillons que l'on trace. Alors, paru chez Fayard en 2024. Il a un peu d'ancienneté, mais pas tant que ça. Et en plus, il vient de sortir en format poche. Tu me le confirmes, Anne-Cécile, bienvenue à toutes les trois. On va passer un très bon moment. Je crois que il faut que je regarde un petit peu le compteur et le timing, puisqu'il faut qu'à 13h, on ait terminé. Et ça va être difficile parce qu'on a tellement de belles choses à se raconter toutes les trois. J'excuse Amélie Poinceau qui était annoncée au programme, journaliste et auteure de Qui va nous nourrir et qui, à son grand regret, parce qu'elle tenait vraiment à être avec nous, a dû annuler sa participation au dernier moment. Alors, mesdames, je vous propose d'abord un premier tour de table. Je vais vous poser des questions à chacune. Et puis après, sans doute aurez-vous envie de réagir aux propos des unes et des autres. Et puis, j'espère qu'il y aura aussi dans la salle des questions qui vont vous être posées. Donc, on a à peu près 45 minutes pour faire tout ça. Je vais commencer par vous, Anne Lecourt. J'avais envie d'abord que vous vous représentiez à nouveau, vous me racontiez vous aussi votre parcours, parce que c'est pas anodin. Vous êtes auteur, vous êtes aussi, votre métier, c'est traductrice à la base, comme dirait ma fille, de base. Traductrice, et alors l'IA est arrivée, et là, ça a un peu remis les choses. Ça a été mon métier, la traduction technique et scientifique pendant un peu plus de 20 ans, un métier passion, et puis qui s'est tari effectivement, puisque j'ai fait partie de ces traducteurs des années 2000-2005 qui ont patiemment nourri les mémoires de traduction et voilà, qui ont été remplacés par les machines. Et donc, à 45 ans, j'ai dû renoncer à mon métier. Et ça m'a obligée à poser des questions très importantes sur ce que j'avais fait dans la vie et ce qu'il était important de faire, ce qu'il était temps de faire encore. Donc, je me suis reconnectée à des questions de famille, d'héritage, et ça m'a amenée à aller à la rencontre de femmes ordinaires, prétendument sans histoire. C'est ça. Qui vivaient dans la même campagne que moi, voilà. Les discrètes, c'est comme ça que les discrètes, ça a commencé. Oui, voilà. oui. Voilà, en fait, il y a eu à 45 ans cette envie de vous poser, d'aller vraiment vers ce qui vous animait. C'était un point de départ, en fait. Et vous avez... racontez-nous, parce que voilà, je montre le livre Paysanne, qui s'appelle d'ailleurs, j'aime bien le sous-titre, Entre passion et souffrance, témoignages d'agricultrices d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est des témoignages très poignants. On est vraiment très, très ému à la lecture de ce livre. Moi, quand je le lisais, j'avais même fait un message à Anne pour lui dire « Waouh, ce livre est hyper impactant » parce que c'est des histoires brutes, mais voilà,
le cheminement avant ce livre, Anne, c'est comment ça s'est passé? Il y a eu Les Discrètes, il y a un éditeur qui vous a repéré, c'est un partenariat avec il y a eu un France. premier livre très local qui s'appelait Elles qui disent. C'est ça. Les portraits sont dans ce livre des Discrètes. Très joli. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, je n'ai pas quitté cette posture de la traductrice. Exactement. Vous êtes et donc, je suis restée dans la posture de l'effacement et dans l'obligation de ne pas trahir et de restituer au plus juste la vérité de la personne que j'ai en face de moi. L'oralité occupe une grande place aussi dans mon travail, c'est-à-dire que les propos sont des propos qui sont rapportés. Quand on est traducteur, on est tenu de saisir les tenants, les aboutissants, l'intention première d'un texte. Ne pas trahir, on dit souvent. Ne pas traduire, ne pas trahir, mais également entendre ce qui n'est pas dit forcément. Et tout est langage, et le corps est langage aussi, et donc les silences, et donc l'émotion, et tout ce que raconte un corps est aussi une matière à traduire, quoi. Donc je travaille avec ce prisme-là essentiellement de la féminité, de la famille, de l'affect. J'assume ça, c'est mon biais de travail, et de la transmission. Avec quel héritage on embarque dans la vie. Qu'est-ce qu'on nous a transmis, qu'est-ce qu'on choisit à notre tour en conscience ou à notre insu de transmettre. Tout à fait. Et donc voilà, et là-dedans, il y a la question de la terre et de nos familles de la terre, puisqu'on vient tous et toutes de là. Et donc ça commence comme ça, remontons dans l'histoire de chaque famille pour aller questionner le rapport à la terre, à la naissance, à la mort, aux animaux. Voilà, donc je fais pas des livres techniques, et pourtant on y parle aussi de la technique parce que c'est un métier. Je fais pas de livres politiques, mais c'est évidemment éminemment politique, puisque tout acte d'écrire est politique, et parce qu'il est question aussi de choses très importantes comme la souveraineté, de l'avenir de l'agriculture, l'avenir du monde, la fonction nourricière, la transmission, exactement. Que deviennent les exploitations familiales, la question des terres, de l'acquisition la difficulté d'acquérir des terres. Enfin, évidemment, c'est un livre à la fois qui aborde des sujets brûlants, urgents, clivants. Alors, justement, c'est un livre sur l'humain, sur la patte humaine. C'est vraiment ça, homme ou femme d'ailleurs. Et il y a des hommes qui sont un petit peu en fond, en toile de fond. Les hommes s'invitent aussi, ils s'autorisent à la table. Venir, tout à fait. Oui, c'est ce que vous avez dit. Parmi ces portraits de paysannes, il y en a donc 12 de génération. Je crois que la plus jeune a une vingtaine d'années. 26 ans. 26 ans. Et puis la plus âgée, 74, 75 aujourd'hui. D'accord. Donc, elles sont toutes bretonnes? Elles sont toutes de l'Ouest. C'était la demande de l'éditeur. Voilà. D'accord, puisque c'est Ouest France. C'est Ouest France, donc je suis allée jusqu'en Mayenne, en Sarthe et Maine-et-Loire. D'accord. Voilà, donc le Grand Ouest. Après, il n'y a aucune... on ne peut pas être exhaustif. Ah ben non, c'est 12 portraits comme ça. Je l'ai choisi de manière un peu aléatoire, parce qu'elles ont le désir, elles acceptent de parler d'elles et de leur travail. Oui. Mais voilà, donc je ne suis pas non plus historienne, je ne suis pas journaliste, je ne pose pas les mêmes questions, je ne vais pas aux mêmes endroits. Tout à fait. Donc, c'est avant tout une rencontre, en fait, avec nos vies à chacune. Et les jeux de résonance, on se rencontre et on se parle, quoi. Ça se sent vraiment, on sent qu'il y a une vraie alchimie, une rencontre, et effectivement, avec votre sensibilité de traductrice, de passeuse, vous arrivez à leur faire raconter des choses extraordinaires sur leur quotidien, sur leur relation à l'entourage, sur le voisinage, le fait d'être observé, d'être jugé parfois. Oui. Est-ce que vous avez envie de retenir quelques portraits, laquelle vous a peut-être le plus marqué parmi ces 12? C'est une question qu'on n'avait pas préparée du tout. Non, et puis c'est très difficile parce qu'elles sont très différentes les unes des autres, puisque moi j'ai travaillé à partir de leur singularité, donc elles sont toutes très différentes. Il y a matière à rire et à pleurer dans ce livre, entre passion et souffrance. Et je crois que celle peut-être qui m'a la plus touchée, c'est cette éleveuse de porc dans le Finistère qui a mis du temps à accepter de me parler, qui a fini par venir avec moi en librairie, par exemple, à Brest, mais qui avait beaucoup de méfiance. Donc, et beaucoup de souffrance au fond d'elle. Et elle me touche beaucoup parce que elle fait apparaître que c'est un métier de passion et que, comme le soulevait l'éditeur,
C'est aussi un métier qui est très exposé au jugement de la part des médias. C'est un métier incompris. Tant qu'on l'a pas fait, je crois qu'on ne sait pas ce que c'est. Et donc, voilà, elle m'a beaucoup touchée. Elle ne voulait pas paraître. Contre le menton, Anne, pardon. Elle ne voulait pas paraître avec son vrai prénom, elle ne voulait pas être photographiée. D'accord. Elle était dans une forme de grande souffrance, prise entre le marteau et l'enclume. Elle dit que c'est un métier où on est beaucoup jugé et où on a fait parce qu'on était soumis à une forme d'injonction. Ça, c'est la mode cause, hein, c'est la vieille tradition bretonne, avec une exploitation qui vient des parents ou des grands-parents ou des beaux-parents, et où on a un devoir de loyauté très fort avec des pratiques anciennes qui, depuis peu, sont remises en cause violemment. Mais parfois, elles remettent en cause aussi les choses. Elles ne subissent plus et elles innovent. Hein. Tout à fait. Et elle, justement, elle rit un petit peu parce qu'elle est avec son mari, elle est co-exploitante, et elle dit « Tu vas partir en retraite avant moi et c'est bientôt mon tour. Et les choses vont changer. » Aujourd'hui, elle peut le dire, les choses vont changer. C'est une autre approche, une autre façon de considérer le métier et la législation. Elle en parle aussi. Les femmes sont un peu différentes. On va le voir. Oui, vous allez en parler de cette force des femmes en agriculture. Tout à fait, c'est bien prévu. Merci Anne pour cette première intervention. Vous aurez bien sûr l'occasion de reprendre la parole quand on discutera et puis qu'il y aura les questions de la salle. Mais je voyais que Anne-Cécile, vous écoutez. Voilà, on peut montrer le livre. Merci. Ah ben non, c'est le micro, pardon, que tu prends. Et moi, je montre le livre Les sillons que l'on trace, donc chez Fayard, qui est sorti en 2024. Anne-Cécile, un livre évidemment aussi très très touchant parce que c'est un récit personnel. Hein. Anne-Cécile, vous êtes, je répète un petit peu, je fais la bio, éleveuse en Normandie, consultante, plein de casquettes d'ailleurs. La page Wikipédia d'Anne-Cécile est assez impressionnante, mais c'est l'éleveuse qui parle. Voilà, vous racontez dans cet ouvrage comment vous avez redressé la ferme familiale pendant la maladie de votre papa, comment après son décès vous avez repris l'exploitation. On voit bien que pour vous, tracer des sillons, c'est tracer votre propre voie contre vent et marée, trouver sa juste place dans une agriculture, puis dans une société aussi en pleine mutation. On a envie de vous demander, Anne-Cécile, le bilan depuis la sortie de ce livre, un petit peu le cheminement qui a été le vôtre depuis sa sortie en 2024. Est-ce que vous le réécririez, par exemple, de la même façon? Et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors, ce livre-là, en fait, il correspond et j'ai envie de reprendre les mots de Anne parce que ce que vous venez de dire m'a assez marqué parce que je me retrouve dans ce que vous disiez. C'était finalement la fin d'un cycle et je suis pas sûre que en fait, j'avais l'intuition de ça à l'époque où j'ai fini ce livre et aujourd'hui, je peux le dire avec certitude. En fait, moi, j'ai repris l'exploitation, j'avais la vingtaine, j'ai terminé le livre. En fait, je l'ai écrit en continu. Hein. L'écriture pour moi est un process long, donc il m'a fallu 10 ans pour écrire ce livre-là et finalement à 30 ans j'ai décidé de le publier et je le disais en fait comme une rétrospective sur les 10 années qui venaient de se passer pour ne surtout pas relativiser en fait toutes les aventures qui avaient été les miennes durant ces dernières années-là et finalement ça avait commencé, je reprends vos mots Anne, mais par un processus de mort finalement fondamentalement très triste. C'est le début du livre et je crois assez dur. Oui, la souffrance, oui. Ouais, en fait ça commence par tout simplement par la maladie qui est très dure, puis la mort de mon père. Donc c'est d'abord cet aspect-là, et puis la vie qui vient, parce qu'effectivement, bon, on voit, j'ai un bon ventre actuellement, mais je terminais ma première grossesse au moment où je terminais mon livre, et c'était la vie en fait qui reprenait, et j'avais envie d'écrire ce livre-là, en fait, comme si il était aussi, c'est pas que comme si destiné à ma fille qui allait naître. J'avais envie de lui raconter finalement comment on peut passer de la mort à la vie, et ça c'est un process qui est très présent en agriculture, moi qui m'a beaucoup marqué quand je suis rentrée dans ce monde-là, parce qu'il y a la mort, il y a la vie, il y a les deux à la fois, et c'est ça qui est beau dans ce métier-là. Donc, je reviens juste dessus parce que c'est fondamental, et je crois que c'est pour le coup très présent en agriculture, et quand on est femme en particulier, quand on donne la vie, quand on reprend l'exploitation, quand on est contraint parfois, quand il y a des processus assez difficiles, ça nous marque, je crois, particulièrement aussi en tant que femme. Mais c'est très juste. L'expérience concrète du réel, hein, de ce métier, on parlait de l'IA tout à l'heure, non, là on est vraiment plongé dans le réel, la vie et la mort. Ouais, exactement. Le vivant. Et donc maintenant, ce livre-là, bon, ça fait
2 ans à peine qu'il est sorti. Et effectivement, ce qui m'a marqué, la première chose, c'est que j'ai eu beaucoup de courriers. En fait, c'est, je crois, mon plus grand bonheur en tant qu'autrice, c'est de recevoir des courriers comme ça de personnes qui ont lu mon livre et qui réagissent. Alors, c'était papier, parfois c'était digital, ça dépendait. Mais c'est finalement le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur, parce que ça veut dire tout simplement que ça a suscité une réaction. Des agricultrices, des agriculteurs ou pas seulement? Pas seulement, mais quand même beaucoup, oui. alors, avec différents profils. J'ai eu quand même beaucoup d'agriculteurs, d'abord beaucoup d'éleveurs, parce que je parle beaucoup d'élevage dans ce livre-là, parce que c'est ce qui m'anime particulièrement, et beaucoup d'éleveurs en fin de carrière qui me disaient, mais en fait, merci de parler de l'élevage au réel, pas comme dans les médias quand on dit que les vaches sont maltraitées, quand on dit que il faut arrêter d'élever des animaux, alors que c'est quand même un des plus beaux métiers du monde et surtout un des plus utiles, en particulier pour l'environnement. Donc merci pour ça. Et ça, en fait, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais oui, en fait, tout simplement, enfin là, on est dans un moment très collectif. On crée du collectif autour du sujet de la femme et de l'agriculture. Bah là, en fait, c'était aussi créer un collectif autour du sujet de l'élevage pour essayer de dire, en fait, au monde, en tout cas tous ceux qui voudront lire, que l'élevage est un très beau métier et essayer de le raconter au réel. Et c'était une des ambitions du livre. Donc ça m'a touchée. Et après, j'ai beaucoup et de plus en plus, à vrai dire, au fil du temps, encore la semaine dernière, des jeunes femmes qui m'écrivent, mais aussi des hommes, des hommes. Si. C'est bien de le dire. Non, mais les deux, à vrai dire. Et je sais pas si on est à parité, mais peut-être presque. D'accord. Qui m'écrivent en fait et qui se retrouvent dans ce statut, à mon avis, qui va devenir de plus en plus récurrent, de jeunes dont les parents partent à la retraite ou qui perdent leurs parents et qui se retrouvent avec une ferme et qui ne savent pas s'ils doivent reprendre ou pas. On leur dit que c'est pas très malin de le faire, qu'il faudrait plutôt vendre ou autre, et qui se retrouvent comme ça avec des grandes questions existentielles, aussi avec le sujet de la pluriactivité. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Effectivement, votre profil est singulier, mais de plus en plus courant. On fait 2 métiers, on se déplace, on est nomade, et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être inspirant pour la nouvelle génération. Vous êtes un peu un rôle modèle, Anne-Cécile Suzanne. Oui, et en même temps, j'invite chacun à tracer son sillon. En fait, c'est un peu l'idée, c'est de se dire, ok, en fait, on peut montrer par exemple que tracer son propre chemin est possible, mais surtout, en fait, après, l'idée, c'est pas de répliquer un chemin qui ne correspond pas, mais de tracer le sien propre. Et donc, à chaque fois, ce que je réponds aux gens, c'est oui, en fait, c'est possible. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez garder la ferme, une activité à côté. Vous pouvez garder de l'élevage et une activité à côté ou pas. Ça dépend de vraiment ce dont vous avez envie. Mais en tout cas, effectivement, ne nous limitons pas par principe ou en tout cas par on-dit. Non, c'est pas possible. Bah, si. Et je crois que ça évolue. Et ça, c'est vraiment super. Alors, c'est bien de parler d'évolution. J'avais envie de vous demander aussi si ce livre a permis de faire bouger les lignes. Vous êtes engagé sur la santé mentale, le bien-être des agricultrices. Est-ce qu'il a joué un rôle aussi, ce livre, dans ce combat-là? Alors, j'ai envie de dire une chose déjà, c'est que, en fait, ça fait une dizaine d'années que je m'engage sur les sujets agricoles, que je prends la parole au travers de tribunes, de prises de parole aussi dans les médias, en visuel, en audiovisuel ou autre. Et on est en France, et il y a une chose qui est certaine, qu'il faut bien se noter, c'est que quand on a écrit un livre en France, on a tout de suite un crédit réputationnel qui bondit, et c'est comme ça. On peut rien y changer. C'est le passage obligé. Ouais, en tout cas, c'était pas dans cette optique-là évidemment que j'ai fait ce livre, mais en tout cas, ça donne une crédibilité un petit peu supérieure pour après être autorisé finalement à intervenir dans des conférences, dans des grandes universités ou autres. Voix écoutée. Et oui, enfin c'est assez drôle et donc il y a cette espèce de crédibilité innée qui est liée au statut d'autrice. Alors qu'en avez-vous fait? Et après ça donne pas tout, mais en tout cas ça mérite d'être noté. Et après, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors plusieurs choses. En fait, comme je le disais, c'était la fin d'un cycle finalement là, quand j'ai posé le crayon à la fin de ce livre-là, et je le termine en notant 2 choses, finalement 2 grands apprentissages. Le premier, c'est que il faut se créer des collectifs. En fait, tout seul, on est beaucoup trop fragile, et donc pour passer toutes les péripéties qui nous attendent dans notre vie et dans nos engagements, en fait, il faut s'entourer. Donc, j'ai continué à m'entourer des belles personnes que j'ai croisées ces 10 dernières années. Et donc ça, c'est très fort. Et quand collectif, je retiens, ne pas être isolé. Exactement. Donc ça fait soit homme ou femme d'ailleurs. Exactement. Et ça fait partie de Déméter, ça fait partie aussi des belles âmes qu'on rencontre. Moi, j'en ai une qui m'a beaucoup marquée, avec qui j'ai échangé encore ce matin, qui s'appelle Édouard Bergeon, qui réalise des films sur l'agriculture. Et ce sont des personnes comme ça qui nous marquent, et surtout, faut pas les perdre en cours de chemin. Et après, la deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai attaqué du coup ce pan de carrière qui se situe dans l'économique. J'ai
j'ai beaucoup travaillé avec le politique, avec le média. Je continue aujourd'hui, j'ai publié une tribune hier, etc. Sur le Mercosur, contre le Mercosur. Oui, et sur les incohérences qui peuvent exister en termes de politique publique. Et donc, je continue bien évidemment ça. Mais là où je trouve mon impact aujourd'hui, c'est avec la sphère économique. Et c'est vrai qu'écrire un livre aide, surtout quand on a un acteur, et ça arrive, mine de rien, souvent, qui a lu le livre, qui nous dit « Ah tiens, mais je vous connais déjà, donc oui, on peut discuter. » Et donc, typiquement, là, dans mes activités de conseil, mais je travaille avec la grande distribution, avec les industriels, de manière très concrète, et je peux avoir un impact qui en fait est démultiplié par rapport à ce que je faisais avant, depuis ma propre sphère, qui est en fait de structurer très concrètement dans l'économie des leviers d'action pour l'agriculture en général, pour faire en sorte que les agriculteurs gagnent mieux leur vie et arrivent à passer les transitions. Et puis enfin, on a des travaux collectifs avec le ministère qui, pour pousser encore plus le statut des femmes et faire en sorte que les choses avancent. Sur la maternité, notamment, dernier point qui vous tient à cœur. Actuellement, c'est vrai que je suis dans un court cycle où effectivement j'arrive au stade où j'essaye d'avoir une vie de famille, d'ailleurs j'en ai une, et le statut de la femme en agriculture dans le cadre de la maternité, mais on peut généraliser aussi aux hommes malades dans le cadre de l'agriculture, où il y a encore des vrais soucis, et je le mentionne comme ça, mais moi, on m'a dit, et on me redira, que si je continue à travailler pendant mon arrêt maternité, je perds mes droits à protection sociale. Et pour moi, ça c'est quelque chose de complètement inacceptable parce que j'ai vu mon père travailler malade, je me vois travailler enceinte, et à partir de là, en fait, j'estime qu'il faut faire quelque chose pour continuer à protéger ces personnes dans le cadre d'un non-remplacement. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais collectivement, encore une fois, avec Vox Demeter et d'autres acteurs. Super, merci beaucoup pour ce précieux témoignage. Je vous invite tout le monde à lire votre livre, en plus maintenant en édition de poche, et puis l'actualisation de vos projets du moment. Alors j'allais vous demander si un autre livre allait arriver, mais je pense que vous allez être un petit peu occupé dans quelques temps. Quoique, entre deux biberons. Oui, ça peut aider quand même, mais en tout cas, sans doute, mais peut-être dans 10 ans. En tout cas, ça me prend du temps, moi. Oui, mais très bien. C'est une maturation. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Et puis, je suis sûre qu'il y aura des questions pour vous. Maintenant, je me tourne, parce que je vois que l'heure tourne. Je me tourne justement vers vous, Josiane Assmann. Merci d'être avec nous, Josiane, ce matin. On est ravis de vous avoir parce que, voilà, c'est un autre point de vue. On sort un petit peu du monde agricole. Vous êtes consultante éditoriale et auteur. Votre livre, que je vais montrer tout de suite, avec sa très jolie couleur bleue et rouge, Entrepreneurs d'exception, conseils de femmes inspirantes, figure emblématique et créatrice d'aujourd'hui. C'est une vraie pépite, ce livre. C'est un concentré d'inspiration. Il est très, très bien fait. Il y a plein de façons de le lire, des petits encadrés, des conseils, et puis vous racontez l'histoire de femmes inspirantes à travers l'histoire. Alors je crois qu'il y a une fille de fermier parmi elles, qui est Serena, qu'est-ce que je raconte, Wangari Maathai Maathai, j'espère que je prononce bien son nom, la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Elle est devenue une brillante biologiste. Elle a séjourné aux US et ensuite elle s'est lancée contre la déforestation dans son pays natif du Kenya, et elle incarne l'espoir selon vous. Donc voilà, c'est elle aussi que j'ai repérée, puisque c'est une femme qui est issue de l'agriculture. Mais il y a aussi d'autres portraits, Virginia Woolf, Serena Williams, Adriana Huffington, qui a créé le célèbre média Huffington Post. Quel a été l'objectif de ce livre, Josiane ? Alors, l'objectif de ce livre, c'était d'aider les femmes à entreprendre, et dans tous les domaines, entreprendre au sens large. Pas seulement créer une entreprise, mais à partir du moment où on a l'élan et l'envie de créer un projet, de pouvoir les accompagner là-dessus, sur deux volets différents. À la fois le volet inspirationnel, comme vous l'avez dit, avec des portraits de femmes qui ont entrepris à toutes les époques et dans tous les domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes qui, à la base, n'étaient pas faites pour entreprendre. Donc ça nous montre en fait que dans le passé, on a toujours eu des femmes qui ont entrepris avant nous, qui ont surmonté des obstacles, et ça nous aide à prendre confiance et à nous dire que c'est possible. Et l'autre volet, c'est un volet pratique, avec en effet des conseils, des exercices. Il n'y a rien de technique. C'est vraiment l'idée d'aider les femmes et de les porter à entreprendre, à la fois avec donc des portraits écrits sous forme d'histoire et des interviews d'entrepreneuses actuelles
actuelles d'aujourd'hui, qui sont lauréates d'un prix de la Maison Veuve Clicquot, qui accompagne les femmes à entreprendre depuis 1972, pour montrer là encore une diversité en fait de profils. C'est ça qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat, c'est de voir à quel point les femmes, il y a énormément de profils de femmes qui entreprennent, et il y a autant de façons d'entreprendre que de femmes. Très bien. Et effectivement, on s'en rend compte. Elles ont toutes le point commun d'avoir eu l'audace d'oser, en fait. C'est ça? Il y a eu ce moteur? Alors, notamment, l'audace, en effet, c'est un fil rouge, c'est un fil conducteur qui est très important pour moi, parce que souvent, ce que j'entends chez les femmes qui entreprennent, c'est que elles pensent manquer de compétences, alors que elles ont les compétences, et en plus, elles vont les acquérir au fur et à mesure. Mais il y a une chose qu'elles n'ont pas besoin de développer, parce qu'en fait, on l'a déjà en nous, c'est l'audace. C'est le fait d'oser, de faire un pas en avant, de surmonter sa timidité et sa peur. Et ça nous fait gagner énormément de temps dans des projets entrepreneuriaux. Et ça, c'est vraiment à la portée de toutes. Donc, je l'explique en détail dans le livre, évidemment, mais vraiment, ce levier-là de l'audace, il est extrêmement important. C'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'on nous dit souvent qu'il faut le réveiller, le travailler, l'activer. Vous dites qu'il est en nous. C'est intéressant. Vous demandez à une femme, par exemple, qui a des enfants, est-ce qu'elle est prête à être audacieuse pour sauver son enfant? Je pense qu'on a toute la réponse, tous et toute la réponse. Donc, en fait, dans des situations qui nous obligent à être audacieuses. D'accord, je comprends. On l'a en nous, ça réveille la bête tout de suite. On se pose pas la question de est-ce que je devrais pas. Oui. Non, on le fait. Et donc avec l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil, c'est prendre conscience de la capacité qu'on a à mobiliser nos forces, notre puissance pour aller de l'avant et gagner du temps sur des étapes qui pourraient prendre beaucoup plus de temps si on n'osait pas. C'est intéressant que vous parliez de force, parce qu'il y a quelque chose qui vous a énervé quand on a préparé l'entretien, c'est cette question sur les freins, les fameux freins qui se posent. Alors, les femmes, les chefs d'entreprise agricole, les femmes chefs d'entreprise agricole ont été identifiées d'ailleurs dans une note que Vox Demeter a fait avec Agridé, que je vous encourage à aller télécharger sur le site d'Agridé, une note sur les femmes chefs d'entreprise agricole. Donc, ces fameux freins. Ça vous énerve un peu parce qu'il faudrait, selon vous, certes, c'est bien de les identifier, mais voilà, pourquoi ça vous énerve pas? Voilà. Oui, alors pour resituer le contexte, donc quand on a préparé l'interview, vous me demandiez quels étaient les freins culturels notamment qui empêchaient les femmes d'entreprendre dans l'agriculture. Et en fait, c'est une question très intéressante parce que souvent, quand on parle des femmes qui entreprennent, on pense aux freins qu'elles ont. On pense jamais aux forces. Et je pense que c'est un biais qui nous conditionne de penser à nos freins plutôt qu'à nos forces. Donc ça serait intéressant, au contraire, de penser aux forces et d'en prendre conscience et d'essayer de les cultiver, de les valoriser pour toujours nous élever, plutôt que de penser à ce qui nous manque, ce qui nous freine, ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, etc., etc. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est vraiment une question d'angle, mais je peux répondre à vos questions, bien sûr, sur les freins. Il n'y a pas de... On les connaît un peu, et grâce à Agridé et Vox Demeter, d'ailleurs, dans ce qui concerne l'agriculture. Mais on a envie d'avoir votre point de vue, justement. Vous qui, on vous a amené dans cette conversation à très axée mixité dans le monde agricole. On aimerait bien savoir un petit peu ce que vous pensez aussi des femmes agricultrices d'aujourd'hui. Comment vous les percevez, ces entrepreneuses du vivant? Comme toutes les femmes qui entreprennent, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, elles sous-estiment leurs capacités. À aucun moment, elles ne manquent d'ambition. Les femmes n'ont jamais manqué d'ambition. Mais souvent, ce que j'entends, c'est oui, mais j'ai pas confiance en moi. Oui, mais je me sens pas légitime. Moi, ce que je voudrais faire passer comme message aujourd'hui, c'est ce n'est pas un manque de confiance ou de légitimité qui va vous freiner. Ce n'est pas un obstacle. Vous pouvez très bien avancer et entreprendre et faire des choses brillantes, même si parfois on n'a pas confiance ou on se sent pas légitime ou on doute. Il n'y a rien de plus humain, en fait. Et ça ne vous empêchera jamais d'aller là où vous voulez aller et d'atteindre vos objectifs.
évidemment les freins conjoncturels, il y a bien sûr le manque d'accès au financement, ça c'est une évidence. Tout à fait, c'est souligné dans la note. Mais il y a aussi des freins qu'on a intégrés en nous dans le rapport à l'argent. Ah, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est mentionné dans la note. Vous avez raison. Exactement. Les femmes, souvent, ont tendance à se faire passer en dernier. Et c'est le cas aussi quand elles entreprennent. On va d'abord investir dans les machines, dans l'entreprise, et puis seulement s'il reste une petite part du gâteau, on va se payer. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on fait ça? Quand on ne se paye pas, quand on n'investit pas en soi, on s'épuise, on se fragilise. Et l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc le but, c'est de tenir le mieux possible et le plus longtemps possible dans la durée. Donc quand on se fait passer en dernier, on se rend pas service déjà. On s'empêche de ça en fait. Donc c'est très important pour les femmes qu'elles pensent à elles dans tous les domaines, à la fois dans le fait de se payer. Payez-vous, s'il vous plaît, mesdames. Soyons ambitieux, si vous le pouvez, évidemment. Quelque chose qui est très sous-estimé aussi quand on entreprend chez les femmes, c'est le sommeil. Le nombre de femmes épuisées que je vois, qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas pris de vacances depuis des lustres, qui sont au bord du burn-out et qui continuent. Et en fait, c'est mauvais évidemment pour elles, pour leur santé mentale et physique, et aussi pour leur entreprise. Parce que quand on gère une entreprise et qu'on est au fond du gouffre, on ne prend pas toujours les bonnes décisions, justement. Donc ça, c'est très important. Okay. Le sommeil, la qualité de vie, le bien-être, le plaisir qu'on a à entreprendre aussi. Parfois, on a tendance à oublier à la base le plaisir qu'on avait à faire ça. Et le plaisir, c'est un moteur énorme qui nous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc, retrouver dans les tâches qu'on fait, dans les tâches qu'on devrait peut-être mettre de côté, le temps de retrouver un peu cette énergie et dormir, s'il vous plaît. Et ben voilà un conseil de bon Bien sens. Sûr. On va tâcher de l'appliquer. Vous avez raison de parler de cette énergie à préserver. C'est très important. Et justement, je sentais aussi que nos deux autrices vous écoutez. Je me tourne vers vous, Anne, parce que le corps, vous avez parlé du corps tout à l'heure, c'est important. Comment vous avez envie de réagir au conseil de Josiane et d'Anne-Cécile aussi, qui vont dans ce sens-là? Vous avez vu des femmes épuisées? Vous avez vu des femmes... Oui, je me retrouve moi-même dans ce genre de portrait de femmes qui pensent à tout sauf à soi, ou à soi en dernier lieu. Chez les agricultrices aussi, bien sûr. Oui, le travail oblige... C'est très physique, le métier d'agriculteur, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. C'est un métier très prenant, très physique. Tout à fait. Moi, je pensais plutôt, ce qui me fait réagir, c'est la question de l'autorisation, en fait. Alors, il faut se sentir autorisé. Autorisé à quoi? Eh bien, à être ambitieuse, ou à se reposer, ou à changer de place un petit peu dans la représentation qu'on peut soi-même avoir de sa valeur, de sa place au sein du couple, au sein de la famille, au sein de l'entreprise. Les choses avancent, mais on vient de loin. On vient de loin. Dans les discrètes, on se souvient qu'on ne vote que depuis la fin de la guerre, qu'on a le droit d'avoir un compte en banque à soi en 1965, que la pilule c'est 67, l'avortement 75, que le droit à la place reconnue d'un point de vue administratif des agricultrices, avec le micro, c'est 1980. Oui. Donc les choses sont lentes malgré tout à évoluer et il y a encore une grande différence entre ce que dit la loi ou ce qu'on pense ou ce qu'on prétend et ce que on vit effectivement dans notre quotidien de femme qui est encore Et les nouvelles générations, Anne, que vous avez rencontrées, les nouvelles générations, elles sont plus ouvertes d'esprit, elles ont peut-être plus voyagé, elles ont oui absolument. Puis là, je veux pas du tout les opposer, mais sans doute que dans le conventionnel et dans l'agriculture biologique, on ne vit pas tout à fait la même vie. Parce qu'on n'est pas porteuse d'un même héritage, forcément. En tout cas, les jeunes agricultrices aujourd'hui
sont nombreuses à entreprendre seules, à ne pas forcément être accompagnées, pas forcément être mariées, pas forcément porter des enfants non plus. Elles sont beaucoup plus engagées d'un point de vue militant, politique ou éthique. Donc elles s'aventurent seules, elles n'ont pas besoin d'autorisation. Elles sont souvent diplômées, souvent très instruites, et donc elles ont changé de relation aussi par rapport au conjoint qui est aujourd'hui beaucoup plus à la charge des enfants ou les remplace. Merci Anne. Je voyais que Anne-Cécile, vous aviez envie de réagir aussi. Ouais, alors sur le sujet de l'épuisement, en fait, simplement parce que quand on est, ça dépend un peu du caractère de chacune, mais quand on est confronté à un certain nombre quand même d'obstacles, en tout cas, moi, on m'a beaucoup dit au départ, en fait, on croit pas en vous, donc on vous financera pas, enfin, vous n'y arriverez pas. On me l'a tellement dit qu'en fait, moi, ma réaction première, ça a été de dire, mais en fait, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va marcher et de prouver. Donc, et on n'a pas besoin d'être confronté à des obstacles d'une extrême intensité, je crois, pour avoir le sentiment de devoir prouver quelque chose. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui nous habite beaucoup. Et en fait, le fait de se dire je dois prouver, ça peut mener à s'épuiser. Donc, c'est vraiment ça, en fait, peut-être. C'est bien de le dire, ça. Qu'il faut souligner, parce que, en tout cas, moi, chaque étape, un petit peu de mon parcours sur l'exploitation, il y a eu des moments d'épuisement, en fait. Il y a eu un moment pas de burn-out, quand même. Non, mais il y a eu des moments d'épuisement forts, tout de même. Des moments où je me suis dit, en fait, là, ça y est, en fait, je n'y arriverai plus. Et d'ailleurs, c'est ma mère qui m'a dit, Anne-Cécile, recrute quelqu'un, parce que tu n'y arriveras pas seule. Ça a été un premier moment marquant. Puis après, un deuxième, plus loin. Mon engagement m'avait vraiment beaucoup fatiguée. Je me retrouvais face à des obstacles assez conséquents que je raconte dans le livre en disant, mais et là, en fait, c'est pareil. Je me suis dit, entoure-toi, fais-toi aider finalement d'amis, justement, de personnes qui vont t'aider dans ton engagement. Et je crois que c'est important de se dire à un moment donné, en fait, ne nous épuisons pas. Et aujourd'hui, enfin, je dois dire que je cherche absolument à ne plus m'épuiser. C'est important de prendre soin de soi et de pas le faire trop tard. C'est la priorité d'échanger. Et puis vous avez ces repères, en fait, cette constellation de contacts. Vous en avez évoqué hommes et garçons et filles d'ailleurs, qui vous inspirent, qui vous soutiennent. Il y a une solidarité entre vous et ça se ressent. Vous le racontez bien. Josiane, peut-être une dernière intervention et on va prendre quelques questions. Oui, pour rebondir sur la question de l'épuisement, souvent on pense que il faut qu'on fasse toujours plus, et d'ailleurs les femmes sont habituées à surprouver leur valeur. On pense qu'on doit faire toujours plus parce que si on n'en fait pas autant, on va mal entreprendre. Sous-entendu, si on se repose, on manque quelque chose. Alors que c'est l'inverse. C'est parce qu'on se repose qu'on est performante et qu'on est meilleure et qu'on pense en effet à recruter, à s'entourer, à intégrer un collectif et donc à aller de l'avant de la bonne façon. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on a une vision du sommeil et du repos qui est complètement biaisée aujourd'hui. Une autre chose. Oui, pardon, allez-y. Une autre chose que je vois aussi chez les femmes, c'est que souvent elles ont tendance, parfois, à minimiser ce qu'elles font. C'est-à-dire, oui, mais moi, j'ai une petite entreprise. Oh, moi, c'est juste un petit projet, hein. C'est pas... Pardon? Mais un projet, c'est immense un projet. Ça demande de l'énergie, du temps, de l'investissement, de l'espoir, de l'acharnement, de la résilience. C'est immense de porter un projet, encore plus quand c'est une exploitation agricole. Donc souvent, c'est quelque chose que j'entends chez les femmes. Oui, mais moi, vous savez, bon, c'est un petit projet, un peu comme les discrètes. Oui, bah moi, vous savez, je tiens toute la famille depuis des générations, mais c'est pas grand-chose. Hein. Bah non, en fait. Mais c'est aussi une culture, une vieille culture, hein, de la modestie, de la réserve, de l'humilité, la notion de travail qui prédomine sur tout le reste. L'oisiveté est mère de tous les vices pendant longtemps. Moi, j'ai pas de problème avec l'humilité. Le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, quand on a tendance à minimiser nos actions et nos impacts, ce qui se passe, c'est qu'on va aussi minimiser notre capacité à aller de l'avant, notre pouvoir, et toutes les femmes qui entreprennent deviennent des rôles modèles pour les nouvelles générations. C'est ça qui est quand même formidable. C'est l'effet miroir en fait qu'elles ont. Donc le fait de voir et de s'autoriser à voir la valeur qu'on a. La valeur et voir en grand. Change tout. Ça change tout. Choisissez bien vos mots, mesdames, quand vous parlez de vous. Merci, c'est un précieux conseil. Il nous reste un petit quart d'heure. Je suis sûre qu'il y a des questions pour vous. Allez, ne me contredisez pas. Une petite
une main. Ah, merci Emmanuel. Un micro pour Emmanuel. Alors, je ne sais pas si je vous donne le mien. Ouais. Je prends. Oui. Merci. Merci de vous présenter pour tout le monde. Normalement, il fonctionne. Oui, bonjour, Emmanuel Corati de l'association Back to Earth. Merci pour vos témoignages. J'avais une question donc à Josiane, puisque donc Marie-Laure, tu l'as interrogée sur les freins, mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir en fait les forces que vous avez pu identifier. Est-ce qu'il y a des points communs, des spécificités? Est-ce que ça fait sens de parler d'entrepreneuriat au féminin, et si oui, comment? Oui, merci pour votre question. Alors oui, les forces, c'est les points communs que j'ai observés et qui sont dans le livre. C'est l'extraordinaire ténacité des femmes. Donc on le dit comme on veut, résilience, ténacité, adversité qu'elles ont, qui est mais extraordinaire. Je parlais des femmes qui n'étaient pas prédestinées à entreprendre et qui l'ont fait. Et quand on voit à des époques quand même lointaines ce qu'elles ont réussi à faire, alors même qu'à la base elles n'avaient pas de réseau, elles n'avaient pas les codes, elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas de compétences, et tout ça en fait elles l'acquièrent. C'est-à-dire que les femmes ont une capacité de travail, d'agilité, d'obstination, de fluidité aussi dans leur parcours et dans leur façon d'être, d'occuper tous les espaces de leur entreprise et de le faire en plus souvent à côté de leur vie personnelle. Mais c'est extraordinaire. Il faut se rendre compte quand même de ce que ça veut dire chez un être humain d'être capable de faire ça. C'est extraordinaire. C'est pour ça que quand je les entends dire « oui, mais j'ai pas confiance », non, mais c'est pas le sujet en fait. C'est vraiment pas le sujet. Et d'ailleurs, j'ai interrogé des femmes qui entreprennent aujourd'hui, qui sont très célèbres, qui ont monté des entreprises très très bien cotées ou qui les ont revendues, et qui me disaient que quand elles étaient sur le terrain, elles n'avaient pas forcément confiance en elles, mais elles le faisaient quand même. C'est la devise de Sarah Bernard. Vous connaissez la comédienne de théâtre Sarah Bernard. Sa devise, c'était quand même. Je le ferai quand même, point d'exclamation. Elle avait même gravé ça dans son appartement. Et les femmes ont ça, en fait. Elles arrivent, quels que soient les freins, leur situation, leur contexte, leur origine sociale, à toujours se dépasser pour arriver là où elles veulent arriver. C'est pour ça que je parlais d'ambition. Les femmes n'ont jamais manqué d'ambition, en fait. D'accord. Donc ça, voilà, c'est une très 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 grosse force. Moi, ce qui m'épate aussi beaucoup, c'est leur imagination, leur créativité, leur capacité à imaginer des choses nouvelles, des solutions, des techniques, des façons d'entreprendre, de travailler à plusieurs, des structures, des nouveaux modèles. Sans doute parce que justement, elles sont extrêmement freinées par un contexte politique, économique qu'elles peuvent pas maîtriser, et donc elles sont toujours obligées de contourner. Si on leur laisse pas passer par la porte, elles passent par la fenêtre, et s'il n'y a pas de fenêtre, elles la créent. Donc ça, c'est quand même une énorme force, et c'est en elles à jamais, je pense. C'est quelque chose qu'on peut pas nous enlever, en fait. C'est peut-être notre différence avec les hommes aussi, cette particularité qu'on a à vouloir relancer les dés, à se renouveler, à essayer de renaître. C'est peut-être parce qu'il y a les cycles aussi dans nos vies de femmes. Alors, vous confirmez? Oui, et se réinventer. Se réinventer. C'est ce qu'on disait, ça. Se réinventer. Ouais. J'ai écrit mon premier livre est là-dessus, sur les femmes qui se réinventent après 50 ans. Et c'est merveilleux de voir tout ce qu'elles sont capables de faire comme pas de côté, notamment par une société qui leur dit qu'à 50 ans elles sont trop vieilles. Et ben elles inventent un nouveau présent, et elles rejouent en effet les dés. Elles relancent les dés. Très bien. Il y a une autre question ici. Oui, merci Fadela. Merci de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc Catherine Fèvre-Piret, agricultrice dans le département du Doubs. Je me retrouve dans vos propos, Anne-Cécile. Je trouve qu'aujourd'hui,
il y a quand même une amélioration quand on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, des agricultrices qui prennent la parole, qui expliquent et qui valorisent leur métier, qu'elles s'éclatent. Je trouve que voilà, on a déjà cranté ces 2 dernières années là-dessus. Faut qu'on crante encore, qu'on leur laisse la place et puis qu'elles osent prendre la parole. Donc, je pense que c'est par le biais de vos 3 livres et en même temps à nous aussi de les accompagner. Quand on est dans un territoire d'élevage, on met toujours la contrainte de l'élevage, de traire le matin et le soir. Mais je pense qu'on peut être fier de notre métier, c'est qu'il y a des solutions pour nous accompagner. Quand ça marche bien, ça existe et on peut des fois aussi se donner le droit de prendre quelqu'un mais de rester à la maison parce qu'on n'a pas toujours les moyens de partir en vacances, mais on peut très bien se donner des moyens pour rester à la maison et se soulager un petit peu et de vivre des choses avec nos enfants. Donc voilà, je me retrouve, mais après, comment on fait pour aussi trouver des moyens financiers pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices, parce que je pense que là, il y a aussi, autant pour les agricultrices que pour les agriculteurs, de trouver des moyens pour accompagner, pour pouvoir être soulagés dans des tâches autant administratives ou familiales ou engagement ou peu importe. Mais souvent, les agriculteurs sont souvent sollicités dans les territoires pour soit accompagner dans les écoles. Et voilà, donc comment on fait aussi pour accompagner ces gens-là qui donnent de leur temps, soit pour les pompiers, soit pour voilà, parce qu'on a un planning qui est quand même souple et qu'on peut se libérer et qui fait une charge mentale aussi, quoi. À travers votre question, c'est un vrai témoignage aussi, Madame. Merci, on vous sent voilà impliquée avec un vrai emploi du temps. Quelqu'un a envie de répondre sur ces revenus qui pourraient permettre un confort quotidien? Ouais, alors ça c'est pas simple. Donc, mais ce que je voulais souligner en fait, c'est que ça part d'une origine un peu particulière parce que moi j'étais étudiante, donc j'ai dû immédiatement aménager mon emploi du temps sur l'exploitation en tant que chef d'exploitation, parce que mon mari travaille à Paris actuellement toute la semaine, il n'est pas du tout sur la ferme. J'ai dû aménager mon emploi du temps pour me permettre de me dégager du temps, tout simplement. En fait, c'était une contrainte absolue. Et quand on le pose comme ça, je crois que déjà on fait l'essentiel du chemin parce qu'après on trouve la manière de fonctionner. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est pas économiquement complexe à trouver. Moi, je me suis trouvé aussi un mode de vie qui me permet de me rémunérer quand je suis à Paris, etc. C'est évidemment des modèles à trouver, mais c'est néanmoins vraiment c'est possible. Si tant est qu'on met en place de manière très résolue et obligatoire l'organisation qu'on décide. Moi, typiquement, même avec ma fille, en fait, je trouve du temps et je m'oblige. Même si la ferme, parfois, va en pâtir, oui, mais c'est comme ça. À un moment donné, moi, j'ai décidé de finir tôt pour ça. Et c'est comme ça. Donc bien sûr, moi, il y a un modèle salarié, etc. Enfin, c'est des choses à mettre en place, c'est un modèle à trouver, c'est pas simple, mais je crois que ça se fait mine de rien à l'échelle de chaque exploitation avant tout, parce qu'il n'y a pas de modèle défini, c'est son modèle qu'on crée et qu'on met en place sur la ferme. Et après, simplement sur les infrastructures territoriales pour avoir de la petite enfance, pour avoir ça c'est un vaste sujet. Un combat même. Ouais. Et là, effectivement, ça suppose là même de l'engagement, c'est-à-dire de l'engagement dans les communautés de communes, dans les départements, dans les régions. C'est du long cours pour arriver à réinvestir sur le territoire, sur ces infrastructures-là. Et je suis d'accord avec vous, c'est essentiel. Et encore une fois, ça suppose du collectif, je crois. C'est que là, tout seul, c'est impossible, mais à plusieurs, on peut y arriver. On va terminer, je crois qu'il n'y a plus de questions. Fadela, on va terminer avec cette belle phrase sur le collectif et puis voilà, cette référence à la ruralité qui se dynamise, qui change aussi toutes ces mutations. Vous en êtes les observatrices, les actrices aussi, toutes les trois. Un grand merci de votre présence. On peut vous applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.